Bonjour à tous. Il est l'heure de commencer notre workshop sur le sujet réussir son projet IoT Edge. Donc un workshop qui vous est proposé par Ayrton, intégrateur IoT, Michelin et Microsoft. Donc on va aborder au cours de ce workshop la présentation sur un retour d'expérience d'un cas concret qu'on a réalisé entre nos trois entités sur un projet qui intègre une architecture Edge. On parlera du contexte évidemment, on décrira les technologies Azure Edge puisque c'est la plateforme technique sur laquelle on s'est appuyé. Donc les principes un peu de ces architectures. Et puis derrière, on parlera plus concrètement des difficultés qu'on a pu rencontrer ou à contrario de ce qui s'est avéré utile pour notre projet. Voilà. Et on finira par des questions pour avoir un échange avec vous. Donc, pour me présenter rapidement, Charlie Ami, donc je suis CTO de Ayrton, IoT Makers. On a un stand juste derrière si vous voulez découvrir plus notre activité ensuite. Donc, nous sommes un bureau d'études spécialisé en IoT depuis plus d'une dizaine d'années. On réalise des solutions IoT, donc on fait du hardware, de l'électronique, du logiciel embarqué et débarqué. On a toute la chaîne pour réaliser des solutions IoT de bout en bout. Et on travaille dans des secteurs très variés comme la Smart City, le transport, enfin, des sujets, on n'est pas rattaché à un vertical en particulier. Voilà. Laurent Mémard, donc je suis technical spécialiste Microsoft sur les technologies Azure IoT et j'ai accompagné Ayrton et Michelin sur les aspects architecture, POC et maintenant mise en production. Et Denis Martin, moi je travaille chez Michelin, je suis responsable de la roadmap technique stratégique sur les sujets de TMS et TPMS, c'est les systèmes de contrôle de pression et les capteurs montés dans les pneus. Et j'étais aussi chef de projet de l'initiative Formule électrique qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc justement, à ce propos, je vais vous présenter un petit peu plus le sujet qui nous a occupé l'année dernière et puis une bonne partie de cette année aussi. Donc vous connaissez sans doute le championnat du monde de Formule électrique. C'est des monoplaces, il y a 12 écuries et c'est un championnat du monde un petit peu à l'échelle d'un championnat de Formule 1, donc dans pas mal de pays dans le monde. Une des particularités, c'est que les voitures roulent en centre-ville, par exemple à Paris, à Berlin, les années où il n'y a pas de Covid, évidemment. Cette année, c'était un peu différent. On a décidé en 2019 d'équiper la totalité des pneus qu'on apporte sur les championnats de Formule électrique de systèmes de contrôle de pression. C'était une grande première dans le monde du sport automobile pour Michelin, mais pas que. En fait, c'était la première fois que des pneus connectés prenaient part à un championnat du monde de sport mécanique. Et on a mené ce projet dans un délai très très court, parce qu'en fait, on a choisi d'activer le projet lors du e-Prix de Paris en avril 2019. Et on a déployé une solution fonctionnelle lors du premier e-Prix de Riyad en Arabie Saoudite en novembre 2019. Donc entre le départ et la fin, il s'est écoulé 6 mois et demi. Le but du jeu dans un projet comme ça, avec le déploiement d'une solution de mesure de pression connectée, c'était d'être capable de vérifier si tous les pneumatiques de toutes les voitures avaient bien une pression réglementaire qui permettait à la fois d'assurer la meilleure performance possible aux pilotes, mais aussi une certaine sécurité. Donc évidemment, on travaille en partenariat avec la FIA pour faire ça. Et d'un point de vue technique, on a travaillé avec nos partenaires de Microsoft et avec Ayrton. On a choisi comme architecture une architecture basée sur le edge computing pour différentes raisons. La première raison de ce choix de edge computing, en fait, c'est comme je vous l'ai dit, on se déplace dans pas mal de pays. La connectivité 4G à laquelle on est habitué à Lyon, à Paris, dans les grandes villes en France, n'est pas forcément toujours disponible. Et donc, un des points d'attention spécifiques quand on veut faire de l'Internet des objets en dehors des grandes agglomérations, c'est l'accès à Internet et notamment le risque de ne plus fonctionner si cet accès à Internet se voit coupé. Et du coup, pour régler cette question-là, on a choisi une architecture basée sur le edge et donc qui est capable de fonctionner complètement de manière autonome dans un cas de coupure, dans le cas d'une coupure Internet. Dans les pneumatiques, on a déployé des capteurs qui étaient notre toute dernière génération de capteurs. J'en ai amené quelques-uns ici, vous pourrez venir les voir si vous voulez à la fin de la présentation.
Donc c'était vraiment la toute dernière version. On s'est servi de cette application Formule électrique comme d'un laboratoire pour nos pneus connectés, pour nos capteurs. C'était aussi un laboratoire pour le Edge Computing. Et à ce titre, pour développer les solutions Edge, on a beaucoup travaillé avec Microsoft. D'ailleurs, je vais te laisser la parole, Laurent. Merci. Comme tu le dis, effectivement, c'est la plateforme Microsoft Azure IoT qui a été sélectionnée à la fois sur la composante Edge et puis sur l'orchestration au niveau du cloud Azure. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'est cette plateforme Azure IoT, pourquoi elle a été choisie sur le projet et comment elle fonctionne. Donc, la plateforme IoT Microsoft s'inscrit dans une architecture type de cloud chez Microsoft avec une composante Edge et une composante cloud. Nous, on appelle ça Intelligent Cloud, Intelligent Edge. Dans un projet IoT, la composante cloud comprend les fonctionnalités d'ingestion de données sécurisées, de device management et d'orchestration de workload à l'Edge. Côté Edge, on a toute une gamme de composants qui sont mis à disposition par Microsoft pour que les développeurs, tels que Ayrton ou Michelin, puissent interconnecter leur appareil, leur passerelle avec le cloud. L'idée et la stratégie de Microsoft, c'est surtout de vouloir simplifier et standardiser l'IoT, puisqu'on sait que c'est complexe, l'IoT. Il faut avoir des connaissances métiers au niveau hardware, au niveau embedded, au niveau réseau. Et donc, nous, Microsoft, on a toute une gamme qui adresse ces différents types de form factors. Si on passe sur le prochain slide, donc on voit qu'il y a des solutions sur les MCU. Donc, les MCU, c'est les microcontrollers units. Chez Microsoft, on a des solutions où on conçoit des MCU sécurisés. L'idée est de pouvoir sécuriser les milliards de MCU développés chaque année dans le monde à travers les technologies Microsoft de supervision, de sécurité hardware et de sécurité OS. On a aussi une solution temps réel, d'OS temps réel qui s'appelle Azure RTOS, qui est vraiment destinée aux passerelles, aux devices qui ont une faible empreinte et des faibles ressources. Côté Edge, on a évidemment toute une série de solutions, et notamment la solution Azure IoT Edge, qui est un runtime qui permet d'héberger des workloads du Edge Computing à l'Edge, managés et orchestrés par le cloud. On a aussi des solutions de serveurs et de mini data centers qui font la réplication des services Azure pour le on-prem et qui permettent de faire une architecture hybride. Dans le cadre du projet, donc si on passe au prochain slide, on a fait une étude avec Ayrton et Michelin et on s'est d'architecture et de besoins et on a vu que la meilleure solution, la plus adaptée, était la combinaison d'un service cloud qui s'appelle Azure IoT Hub, combiné avec du Edge Computing, avec un runtime qui s'appelle Azure IoT Edge. Et la combinaison de ces deux briques a permis de faciliter le développement du projet avec la mise à disposition de briques unitaires que Ayrton et Michelin ont pu utiliser pour sécuriser la donnée et la gestion dans le cloud, pour faire le software update, pour faire le device management, pour orchestrer le workload, faire le reporting de ces états, de ces workloads dans le cloud. Si je vais un peu plus dans le détail des solutions, et surtout de la solution Edge utilisée, donc Azure IoT Edge, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un runtime qui est mis à disposition des développeurs en mode open source et qui fonctionne sur des passerelles à la fois Windows et Linux. Donc vraiment, c'est Azure IoT, on est vraiment ouvert. On sait qu'il y a besoin d'avoir cette ouverture dans le monde IoT et on supporte à la fois le monde open source et le monde Linux. Le runtime permet d'héberger des fonctions de traitement de données, d'adaptation de protocoles, d'alerting à l'Edge. Donc ces services peuvent être des services cloud, de traitement de la donnée, de machine learning, de base de données, mais aussi, très important pour le projet, peut héberger du code custom de nos clients. Donc notamment, Ayrton et Michelin ont utilisé cette possibilité pour implémenter leur code métier au plus près des capteurs et pour pouvoir traiter ça en temps réel avec une faible latence. L'IoT Edge, comme je l'ai expliqué, est managé centralement à partir du cloud via IoT Hub et peut fonctionner, très important aussi pour le projet, en mode offline. C'était un très gros requirement de Michelin, puisque comme c'est une solution itinérante,
qui est connecté avec de la connectivité cellulaire 4G, on n'est pas assuré d'avoir tout le temps une connectivité. Donc IoT Edge permet ce traitement à l'edge en mode déconnecté, et dès que la connectivité réapparaît, on se resynchronise entre l'edge et le cloud pour faire du reporting et la remontée de données. On a aussi la possibilité, on met à disposition tout un outil de développement autour d'IoT Edge pour faciliter le développement, les chaînes de pipeline CI/CD, DevOps. Donc ça, c'est important pour accélérer les développements. Et comme la plateforme et le runtime est ouvert, Michelin a pu utiliser et choisir son hardware et son OS. Ça aussi, c'est très important, c'est que c'est la solution de Michelin implémentée par Ayrton qui a pu choisir effectivement ses composants hardware et software. Prochain slide, c'est expliquer un peu comment cette solution fonctionne. Donc, Azure IoT s'appuie sur les standards du marché. Et pour transférer des workloads à l'edge à partir du cloud, la technologie de choix, c'est la technologie container qui a été utilisée. Et en l'occurrence, sur IoT Edge, on utilise la technologie Docker et sa version open source qui s'appelle Moby. Donc ici, grâce à cette technologie container, on peut construire des modules software et puis pouvoir les réutiliser et les chaîner à l'edge. Sur le concept de on développe une fois et on déploie plusieurs fois. Dans le cas de la IoT Edge, donc on peut voir que les développeurs peuvent utiliser leur stack software développement habituel pour faire leur propre custom code, que ce soit, par exemple, on peut chaîner dans une solution IoT comme Michelin d'une adaptation de capture de télémétrie, d'adaptation de protocole, enchaîné avec un module de traitement de la donnée métier, de machine learning, et puis un troisième module peut être là pour alerter, agréger la donnée et la faire remonter dans le cloud pour un post-traitement. Une fois que ces services ont été créés dans le cloud, on les publie, on les exporte sous format d'images Docker, et une fois que ces images sont publiées, commence la phase développement, enfin déploiement. Grâce à l'IoT Hub, on peut orchestrer et déployer ces différentes images sur les différentes workloads IoT Edge. L'IoT Edge vient chercher sur les API de l'IoT Hub la configuration, télécharge les images, s'assure que les containers Docker fonctionnent en local, peut fonctionner en mode offline, s'assure que ces containers continuent à fonctionner, et une fois qu'on a la connectivité avec le cloud, s'assure qu'il y a resynchronisation avec le cloud. Donc là, vraiment très important sur ce projet, nous on a fourni ces briques de base qui ont évité de réinventer la roue. C'est des briques de base qui sont nécessaires sur un projet IoT. Prochain slide, c'est aussi une fonction très avancée qui est utilisée sur le projet. C'est comment synchroniser l'état entre l'Edge et le cloud. Donc nous, on a une solution sur tous ces aspects configuration, software update, de device management. On a le concept de module et device twin. Donc c'est le réplica, le jumeau numérique, la représentation digitale de la représentation physique de la device. Et l'état entre le cloud et l'edge est géré à travers la synchronisation de ces devices twin. Donc c'est utilisé pour la configuration des équipements et des passerelles, notamment sur le projet, avec une série de propriétés désirées et des propriétés reportées. On a utilisé aussi une fonctionnalité qui s'appelle les direct méthodes qui permettent d'agir immédiatement et d'envoyer une commande directement à l'edge à partir du cloud. Avec tous ces éléments, donc la plateforme IoT a permis vraiment d'accélérer les développements. Ça, c'est le maître mot. Et je passe maintenant la parole à Ayrton qui va expliquer un peu son retour d'expérience. Très bien. Donc je vais vous parler un peu plus concrètement à quoi ça ressemble le boulot de développeur au sein d'une équipe pour un projet IoT Edge. Donc comme ça a déjà été évoqué, ce qui est très particulier, c'est qu'on a ces équipements sur le terrain qui sont quasiment des serveurs qui sont disponibles à distance. Avec toute la stack Edge Azure qui est déployée dessus, qui prend la forme en fait de packages Linux qui sont très simples à installer dessus, directement on a des services, des démons qui tournent et qui assurent le lien entre l'objet et le cloud et qui permettent à distance de choisir des applicatifs qu'on va descendre dessus, de monitorer leur exécution, éventuellement de les remplacer par d'autres. Voilà. Ces applicatifs qu'on va aller à distance déployer sur ces objets Edge
prennent la forme d'images Docker. Donc quand on fait du développement pour ce projet-là, en fait, notre chaîne de CI/CD va transformer, c'est quelque chose qui est assez standard quand on fait des développements cloud finalement, va transformer le code source qu'on produit en des images Docker qui sont disponibles dans une registry qui va être utilisée derrière par l'objet pour télécharger ces images. Donc on retrouve finalement toutes les habitudes qu'on peut avoir dans les équipes de développement cloud pour des applications serveurs, des back-ends, des choses comme ça. On peut utiliser les outils DevOps de Microsoft ou d'autres outils, si vous utilisez des GitLab CI, des choses comme ça, qui vont se charger de faire ces étapes de validation de votre code, de compilation, de build d'image et de déploiement sur une registry. Et puis derrière, on va pouvoir utiliser les portails ou les API de Microsoft pour déclencher ces déploiements qui vont en fait demander à l'objet de télécharger ces nouveaux containers, les exécuter. Voilà. Donc on retrouve des habitudes de développement cloud, mais ce coup-ci pour de l'embarquer, ce qui est la promesse quelque part de l'Edge. En termes de test, du coup on peut se permettre d'avoir des phases de test avec des machines virtuelles, où on va directement exécuter un OS qui est similaire à ce qu'on va retrouver sur notre objet, puisqu'on a quasiment un serveur sur le terrain, et on va pouvoir exécuter notre agent, exécuter tous nos modules dans un environnement virtualisé. Ça peut permettre une première phase de qualification. Je parlerai après des difficultés que j'omets, on va dire, sur cette phase-là. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ces différents applicatifs qu'on fait exécuter sur l'Edge, il peut y en avoir plusieurs. Dans la terminologie Microsoft, on appelle ça des modules, une fois qu'ils sont en cours d'exécution. Chacun de ces modules a une identité sur l'objet et va bénéficier de mécaniques qui ont été listées juste avant par Microsoft. Donc le fait d'avoir un twin. Donc un twin, c'est une représentation en fait dans le cloud Microsoft de l'état de notre device habituellement sur l'IoT Hub, mais là dans ce cas-là de chacun des modules. Donc chacun des modules a une représentation qui va servir de synchronisation. C'est-à-dire que le module va pouvoir rapporter l'état de certaines de ses caractéristiques. Est-ce qu'il est en exécution? C'est quoi son uptime? Dans quelle configuration il se trouve exactement? Dans quel mode? Ce genre de choses. Remonter éventuellement des métriques sous cette forme-là, c'est possible aussi. Et on peut avoir une synchronisation descendante. Donc par exemple, pour changer à chaud des paramètres d'exécution de notre module, typiquement changer à distance des niveaux de log, de debug, pour avoir plus de traces remontantes sur nos parties collecte de log, pouvoir activer ou désactiver certaines fonctions. Donc voilà, c'est un des outils qui est disponible. Il y a aussi ce qui a été mentionné, l'appel à distant de méthode. Donc en fait, c'est du RPC quelque part qui passe par une tuyauterie qui est complètement gérée par la stack Azure, qui nous permet d'appeler à distance des méthodes. Typiquement, nous, on s'en est servi pour avoir des diagnostics plus détaillés sur l'état de l'équipement, puisqu'on avait beaucoup de problématiques autour de la radio, autour des différentes connectivités sur le terrain. Donc c'est très intéressant d'exposer des méthodes autour de ça, notamment sur les phases de debug et pour faire du diagnostic. Et puis, il y a le canal qui n'a pas été peut-être moins mentionné, de remontée d'événements asynchrones, qui va passer par la fameuse stack Event Hub, qu'on va pouvoir router vers des applicatifs qui vont faire des traitements côté cloud. Donc en fait, nos modules peuvent émettre des événements de manière asynchrone, qui vont être bufferisés sur l'objet par les modules Azure, et qui vont être plus tard poussés par le cloud, sitôt que la connectivité est retrouvée. Donc donc dans notre module, quand on développe désolé pour Larsen. Quand on développe le module qui va se retrouver sur le Edge, on a finalement toutes ces API à notre disposition. Alors, nos différents modules, chacune de ces images Docker, nous, dans notre cas, ce qui est très intéressant avec la containerisation, c'est que chacun de ces applicatifs est parfaitement isolé des autres. Et donc, on bénéficie de choses telles que, par exemple, la possibilité d'utiliser des langages très différents. Donc, nous, dans notre cas, on avait des opérations bas niveau sur la radio à réaliser, de l'ordre de la SDR et du traitement radio, de traitement de signal, donc qui ont été faits en C, typiquement, pour de l'optimisation, pour des traitements très rapides. Et puis, il y a des parties qui étaient plus haut niveau, qui ont été réalisées en Python, pour présenter notamment une IHM locale, pour faire certains traitements d'analytics locales à la gateway. Et donc, la containerisation nous apporte ce qu'on connaît côté serveur, qui est que, ok, j'ai fabriqué un applicatif en Python, mais tout l'environnement est containerisé, j'ai pas des problématiques de versionning, de quels sont les paquets disponibles sur mon device, de conflits éventuellement d'utilisation de ports ou de ressources entre mes containers. Donc, on a tout ce gain-là qui nous est apporté. Et donc, dans ces différents langages, Microsoft met à disposition des SDK qui nous permettent justement d'implémenter des appels méthodes distants, d'émettre des événements asynchrones ou de faire des échanges avec le Twin. Donc là-dessus, l'offre est extrêmement riche et très très bien documentée dans l'écosystème Microsoft. Et c'est très intéressant de s'appuyer sur ces méthodes-là pour bénéficier pleinement de ce qui est disponible. Voilà, donc là ça montre un peu plus
Donc dans les avantages, finalement, je redis un peu ce que j'ai précisé, avec toute cette chaîne qui peut être vraiment continue entre on réalise du code au sein de l'équipe de développement, ces images deviennent disponibles et on va les déployer sur le terrain. Tout ça peut être automatisé, tout ça peut être fait avec de l'intelligence, notamment quand on déploie sur une flotte d'équipements. On est capable de rajouter des tags sur les équipements, de demander d'avoir des déploiements automatiques sur les équipements qui ont certaines conditions sur leur tag ou sur leur twin par exemple. Donc ça permet d'avoir vraiment le contrôle plein sur la granularité de quand est-ce que je fais ces déploiements, sur quel batch de mes devices, et l'outillage est très très riche autour de ça. Donc on a finalement toute cette modernité du DevOps qui se retrouve dans l'IoT, ce dont on n'a pas l'habitude sur des projets avec des devices moins cossus, où il faut flasher des firmware, parfois uniquement sur en chaîne de fabrication, et puis derrière on peut perdre la main là-dessus, où on a moins d'outillage, en tout cas pour passer du code jusqu'à l'exécution vraiment sur l'objet. On a toute cette puissance qu'on connaît plutôt côté cloud habituellement. En termes de modularité, donc, c'est dans les forces de cette approche-là. Pareil, on a cette idée que chacun de ces modules, chacun de ces applicatifs a vraiment un cycle de vie qui est autonome. À partir du moment où il s'appuie uniquement sur ces API Microsoft ou sur le hub local pour échanger avec les autres applicatifs, c'est quelque chose qui devient, en le pensant bien, qui devient un module qui va pouvoir être réutilisé dans d'autres conditions. Et en séparant finalement les différentes tâches qu'on attend de notre équipement, on capitalise de projet en projet sur des modules. Pour parler concrètement, on avait sur notre projet un module de collecte de logs et de remontée de logs vers la partie Log Analytics de Microsoft, qui était un module qui était préexistant, qu'on a pu utiliser tel quel, sans avoir à repenser comment est-ce qu'on allait faire le logging depuis notre objet, par exemple. Il y a tout un catalogue de Microsoft qui sont déjà disponibles sur étagère ou qui peuvent être open source, qui existent dans l'écosystème Microsoft, pour faire les tâches qui sont relativement standards, comme de la collecte de logs, du traitement de certains protocoles, typiquement du Modbus ou des choses comme ça, pour faire du stockage un peu plus haut niveau, orienté blob, storage ou des choses comme ça sur l'objet. Enfin, il y a vraiment une bibliothèque qui est très riche. Et sur un projet tel qu'on l'a fait ici, dans notre cas-là, le module qui était en charge du décodage des trames via la SDR, avec tout ce qui était capté côté radio, finalement on n'avait que ce rôle-là et pourra être réutilisé dans tous les autres contextes où on va retrouver les mêmes capteurs TMS, TPMS sur la même techno radio, quoi. Indépendamment des traitements qu'on fait ensuite, qui dans ce cas étaient spécifiques à la Formula I. Donc cette modularité, c'est vraiment une force. On n'est plus avec un firmware monolithique où tout est entremêlé, mais on se retrouve avec finalement des applicatifs qui tournent les uns à côté des autres et qui peuvent être coordonnés par configuration. Voilà. Et puis enfin, la dernière force, là aussi, c'est ces API très haut niveau sur ces notions de twin, ces notions de commande distance RPC, ces notions d'émission d'événements. Ça nous pousse vers des abstractions relativement haut niveau qui nous font aller beaucoup plus vite que de devoir se reposer la question de quel protocole je vais utiliser, comment est-ce que je sécurise mon lien, à quel moment est-ce que je fais mes updates. Toute cette glue technique finalement est répondue par la stack Azure là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui a été plus compliqué? Alors déjà, un point qui est assez particulier finalement, c'est que, comme je le disais, on applique des méthodologies qui sont très DevOps, très développement cloud, dans un contexte IoT. Donc pour bien faire tout ça, ça peut être un changement de culture pour une équipe IoT. Il faut avoir des gens qui ont toute cette étendue de culture entre je fais du hardware, j'ai des problématiques qui peuvent être très bas niveau sur est-ce que j'ai le bon driver, où se trouvent mes devices montés dans le device tree, ou même comment est-ce que je choisis quel module hardware j'ajoute autour de mon équipement, quand on a des problématiques pure hardware autour du... Voilà. Donc il faut des profils qui soient à la fois développement embarqué hardware et qui se retrouvent avec des outils qui sont plutôt habituellement dédiés à des utilisations DevOps et côté cloud. Donc avoir cette culture d'ensemble, c'est pas forcément donné à tout le monde et les profils sont encore rares sur le marché, même si avec l'avènement de ce type de projet, ça va se généraliser. Donc voilà, ça peut être un travail de culture à faire, de monter en compétences ou de trouver les bons partenaires autour de ces sujets-là. Quelque chose qui était particulièrement un challenge pour nous et qui est probablement une des limites de l'approche Edge, en tout cas là où il y a la friction, c'est qu'on est en train de faire quand même de l'IoT, donc à un moment donné, on a du hardware. On n'est pas purement comme quand on fait du développement cloud, sur de la machine virtualisée, où on ignore totalement quel est le hardware qui est utilisé ici. Dans le cas d'application, là pour la Formula I, il était question de faire de la collecte radio sur un protocole custom, de faire des traitements sur ces transmissions radio. Et donc, on avait non seulement une gateway
utilisés quelque part sur étagère, mais on avait tout un tas de modules hardware qui sont venus se greffer à ça, qui formaient une configuration custom. Et donc, quand on déploie avec les technologies Edge des applicatifs sur l'équipement, il y en a certains qui ont besoin d'accéder à ce hardware. Et donc, ce n'est pas l'approche classique d'avoir un container Docker sur un système Linux qui va aller interagir avec du hardware et taper sur des choses bas niveau. Donc, il faut bien penser cette partie-là, l'isoler au maximum, c'est un peu dans la slide d'après, mais donc c'est sur cette partie-là qu'on a la friction sur, ok, on déploie des applicatifs qui sont des images Docker qu'on pourrait faire tourner un peu partout, mais il y a un moment donné où quand même, ça va pouvoir s'exécuter que si on est sur le bon hardware, si les devices sont montés au bon endroit, si on est sur la bonne cible de build de compute. Enfin, voilà, on trouve des problématiques qui sont moins connues justement des développements cloud. Donc il faut bien réfléchir à quel est le CPU qu'on target. Quand on a notre chaîne de CI/CD, quand on build notre image Docker, ce n'est pas une image Docker classique AMD 64, on va peut-être cibler des choses différentes. Dans ce cas-là, on était sur du ARM, donc ça demande des configurations qui sont un peu spécifiques. Et pour accéder au hardware depuis les containers, il faut bien configurer nos déploiements pour justement donner des droits d'accès bas niveau. Et puis un dernier sujet qui était un peu moins prégnant sur ce projet, mais on a d'autres projets Edge qui sont concernés par ça, c'est les problématiques d'endormissement de l'objet et de réveil. Les technologies Edge et Azure Edge sont plutôt orientées pour des équipements qui sont always on. Donc dès qu'on a des problématiques de réveil, de wake-up, etc., c'est des choses qu'il faut bien diagnostiquer et pareil qu'il faut réfléchir. Typiquement, pour ne pas avoir des comportements qui pourraient être aberrants, du type un équipement qui se réveille très souvent, qui va retélécharger ses images Docker et rejouer son déploiement. Voilà, il y a beaucoup de subtilité dans ces aspects-là. Et enfin, on reste sur l'IoT avec des équipements sur le terrain. Il y a toujours une phase de debug, de test terrain. Il faut garder la main, malgré tout l'outillage qui est mis à disposition par la partie Azure Edge. Parfois, il peut y avoir des problématiques plus bas niveau qui font que ces canaux-là ne sont pas disponibles. Donc, c'est important d'imaginer des backups, typiquement des accès remote SSH qui peuvent être déclenchés, des choses comme ça. C'est très utile. Comme tout projet IoT classique, finalement, où parfois on a de la sonde de debug, on se retrouve, il faut imaginer ces canaux-là de backup. Voilà. Du coup, en termes de best practice, déjà, il y a une première question, c'est qu'un projet IoT Edge, il a du sens, utiliser la technologie IoT Edge a du sens dans certains contextes et pas dans d'autres. Donc il faut bien identifier, est-ce qu'on amène la bonne réponse technique à notre besoin. Ici, on avait ce besoin de modularité, on avait ce besoin de travailler de manière itérative très très rapidement avec déjà des choses sur le terrain, mais on continue de faire des évolutions applicatives, etc. Donc ça nous a beaucoup aidé dans ce contexte-là. On était aussi dans un contexte où on avait un équipement qui était assez cossu, qui était en semi-autonomie et qui avait une bonne force de compute et des capacités techniques, etc. Ce n'est pas toujours le cas, on peut être très contraint. Faire de l'IoT Edge sur quelque chose qui va être sur batterie très très longue durée, etc., ça peut ne pas avoir de sens. Alors, il faut se poser évidemment ces questions-là. Bonne pratique pour nous, isoler, donc en termes d'applicatifs et des modules sur le Edge, isoler les modules qui ont vraiment des dépendances hardware, c'est-à-dire typiquement qui vont interagir avec, dans notre cas c'était toute la partie radio, des modules qui sont des traitements plus haut niveau. C'est un double intérêt qui est que ça simplifie en termes de déploiement les aspects que j'ai mentionnés avant d'adhérence au hardware, on les limite à certains modules, et les autres sont des modules qui sont relativement orientés abstraits et haut niveau cloud. Qui ne vont pas avoir besoin d'avoir des déclarations spécifiques de droit d'accès, des choses comme ça. Et puis, ça fait aussi que ces modules, et c'est un peu toute la magie de l'offre Microsoft Azure, tous ces modules, à partir du moment où ils parlent les uns aux autres via les API Microsoft, en fait, ils parlent les uns aux autres via un hub local au Edge, mais on peut aussi, du coup, garder ces modules de traitement haut niveau côté cloud. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien ne conserver que les modules qui font du hardware sur le device, et avoir finalement la chaîne de traitement, l'avoir côté cloud. On a ce choix, du coup, qui nous est donné entre certains modules. Est-ce que je veux vraiment les avoir sur mon équipement et du coup il peut travailler en offline, ou est-ce que je peux avoir ce module-là côté cloud et du coup finalement j'allège la charge de travail sur mon Edge et je fais ces traitements côté cloud. C'est vraiment super intéressant. Donc si on fait bien ce découpage. Bonne pratique aussi, vraiment s'appuyer au maximum sur ces API Microsoft parce que justement on gagne ce que je viens d'évoquer. Donc ne pas hésiter à utiliser la partie Twin, la partie Event asynchrone, la partie appel de méthode à distance. C'est là où vraiment on bénéficie pleinement de l'offre. Donc pensez à la gestion de votre flotte d'objets de manière globale, c'est-à-dire c'est un peu l'approche DevOps, aussitôt que possible, ne pas faire de la gestion individuelle d'équipement.
comme on peut le faire sur un prototype, mais passer par des manifestes, passer par des déploiements de groupes, passer par des règles de groupes de déploiement basées sur les tags ou des choses comme ça, pour pour investir là-dessus, pour que ensuite, quand on passe de 1, 2, 3 équipements à 10, 15, 20, 100, 1000, on est déjà préparé toute cette chaîne et on n'est pas à se reposer des questions de comment est-ce que je fais mon device management, comment est-ce que je fais mes déploiements. La centralisation des logs, c'est un sujet qui est très très important pour comprendre ce qui se passe à bord de nos équipements. Donc là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des briques déjà toutes faites qui sont mises à disposition en open source et dans l'écosystème Microsoft. Le Remote Access, j'en ai déjà parlé. Voilà pour nous les points qui sont clés. Du coup, je reprends la parole, je crois, pour le mot de la fin. Comme vous l'avez un petit peu compris dans nos présentations, en fait, le projet était très technique. Pour Michelin, le but, c'était de faire un laboratoire, vraiment, donc de tester tout un tas de technologies, de mettre au point un pneu connecté, de mettre au point une architecture basée sur le Edge, parce que derrière, évidemment, on a des cas d'application beaucoup plus intéressants d'un point de vue business, peut-être moins intéressants d'un point de vue technique, mais notamment des systèmes de gestion de pression pour des flottes de poids lourds, pour des flottes de véhicules de tourisme. Et actuellement, donc dans l'année 2020, avec exactement les mêmes partenaires, parce qu'on était très content de ce qu'on a fait ensemble en 2019, on est en train de travailler sur des applications plus business qui réutilisent la plupart des building blocks et des savoir-faire qu'on a acquis, qu'on a développés pendant cette mission, parce qu'on peut presque l'appeler mission, de 6 mois durant l'année 2019. Je vais m'arrêter là. Évidemment, j'aurais des heures et des heures à vous raconter sur toutes les anecdotes qui nous sont arrivées, mais je préfère vous laisser du temps pour poser des questions. Il y a un micro qui arrive derrière, je crois. Est-ce que vous pouvez revenir sur la slide où il y a toutes les briques IoT de Microsoft, Oui. pour comprendre pourquoi est-ce que vous avez choisi de passer sur la gateway? Alors, parmi toutes les solutions, voilà, c'est le slide ici. Voilà. Pourquoi a été choisi effectivement parmi toutes les solutions qu'on offre chez Microsoft, la partie IoT Edge, managée centralement par IoT Hub dans le cloud? C'est typiquement parce qu'il y avait besoin d'avoir du software, de l'intelligence à l'Edge, parce qu'il y avait un traitement de télémétrie à l'Edge, et pouvoir avoir des modules réutilisables et chaînables directement à l'Edge. Ça faisait partie de nos prérequis dans l'architecture stratégique. On voulait que le système fonctionne même si la connexion Internet tombait. Et donc pour ça, il fallait que tout le traitement métier soit embarqué dans la gateway. Et ça nous a dirigés vers le choix des briques technologiques que fournissait Microsoft. Et heureusement qu'on a fait ça, parce qu'en fait, il s'est avéré dans plusieurs pays que la connexion 4G... voilà. Est-ce que ça répond à votre question ? Bonjour, je voulais savoir comment vous avez géré la gestion d'apport en énergie dans votre IoT et puis dans vos capteurs, et quels étaient les enjeux qui étaient liés à ça dans votre projet. Dans le contexte formule électrique, on avait une partie de l'enjeu lié à l'apport d'énergie. On l'a abordé de manière extrêmement pragmatique. On a une batterie suffisamment grosse pour tenir une journée. La durée d'un événement, c'est pas très long. Ça démarre, on démarre en début de week-end et c'est fini la fin du week-end. Donc on a dimensionné le système pour qu'il fonctionne pendant un événement, pendant un week-end de Grand Prix. Côté capteur, par contre, on souhaitait se servir du laboratoire pour développer un capteur commercialisable par la suite. Donc on a beaucoup travaillé l'énergie dans le capteur. Du coup, côté capteur, maintenant, on a des systèmes qui sont capables de tenir 6 ans. Par contre, côté gateway, on a une batterie assez traditionnelle qui tient 2 jours et puis voilà. Mais on est en train de travailler actuellement avec les mêmes partenaires dans les systèmes embarqués sur véhicules sur des choses qui consomment beaucoup moins. Le challenge est plus élevé. Aujourd'hui, une batterie par système. En fait, donc une batterie par véhicule embarqué, en fait, c'était ça. Alors, dans le contexte formule électrique, une batterie, une gateway. Il n'y a qu'une seule gateway pour toutes les voitures. On n'a qu'une seule gateway pour un circuit. Si vous êtes intéressé de voir le matériel, il est exposé sur le stand Ayrton juste là-bas. Vous voyez la valise qui sert et qui était passée sur la grille de départ, justement pour mesurer les pressions de tous les pneus au départ de la course. Ok, très bien. Merci. Non.
D'abord, merci pour la présentation, c'était enrichissant. Je suis curieux, est-ce que vous avez utilisé un système pour identifier vos serveurs Edge ou c'était via le networking que vous avez utilisé? Parce que un système d'identité comme Okta ou Auth0 ou ce genre, pour justement identifier vos parcs et ou ça se fait au niveau de network, genre via NAT ou via l'adresse IP exact. Alors, la partie authentification des équipements auprès du cloud, c'est ça la question? Quels systèmes sont utilisés? Oui, entre autres l'authentification, mais il y a des systèmes qui émergent pour justement, à part l'adresse IP qui identifie une machine sur le network, il y a un autre identifiant comme le certificat, comme beaucoup de choses pour justement savoir avec qui le central il parle. Donc là, c'est effectivement des systèmes sur base de certificats en fait, qui sont utilisés. Donc la stack Azure Edge, elle intègre déjà toute cette partie sécurisation du lien. Donc en fait, la communication entre les agents Edge sur l'équipement et la partie plateforme sont faits soit en AMQP-S, soit en MQTT-S. Je crois qu'il y a un fallback HTTPS dans des cas un peu particuliers. Donc c'est un lien sur TLS SSL, donc qui est sécurisé, qui est chiffré. Et la source de cette information d'authentification, c'est soit une clé symétrique qu'on déploie sur l'objet, donc c'est un peu la sécurité minimale où on met un secret sur l'objet qui est aussi connu du cloud. Après ça, on peut mettre en place donc une PKI, donc une infrastructure de certificats avec des certificats qui sont signés par une autorité de certification qui sera reconnue par le cloud. C'est possible de gérer soi-même ça. Et puis enfin, dans les technologies Azure, il y a l'utilisation des TPM, donc des modules qui peuvent être hardware de sécurité, qui intègrent en fait le secret en hardware et qui permettent d'avoir finalement un secret qui va être inviolable sur un TPM, HSM, c'est un secure element qu'on peut mettre directement sur le hardware de la gateway qui est pris en compte par le runtime. Donc on a toujours, comme c'est la philosophie de la brique Azure, Microsoft IoT, c'est vraiment d'avoir ces briques de base pour la sécurité sur lesquelles effectivement on vient construire la solution. Donc la sécurité fait partie de ces briques de base qu'on implémente qui vont jusqu'aux composants hardware intégrés par les librairies IoT Edge. Donc on a plusieurs degrés possibles de sécurisation du lien entre l'objet et le cloud. Et en amont de ça, même, il y a des offres, il y a une brique logicielle Azure qui s'appelle TPS, qui est en fait la brique d'enrollment. Par enrollment, on entend le fait que l'équipement, la première fois qu'on va le démarrer, en fait, il va récupérer, c'est à ce moment-là qu'il va, de manière automatisée, récupérer des informations et récupérer typiquement des secrets. Donc il y a tout un volet Azure autour de ça que justement on met en application sur les sujets qui suivent. Oui, on ne l'a pas présenté pour pas complexifier l'architecture, mais effectivement, pour les solutions qui sont globales, mondiales, effectivement, on a un service qui s'appelle DPS, Device Provisioning Services, qui permet de faire de l'enrollment et pouvoir après attacher, authentifier la passerelle ou la gateway sur la région, l'IoT Hub dédié au plus près de la passerelle. On a tous ces mécanismes qui sont disponibles. Est-ce que ça répond à votre question? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Merci. Merci à tous, c'est bon, bonne fin de salon. Au revoir.